À ce jour, nous venons en partie civile devant votre auguste cour parce qu'il s'est passé quelque chose. Et la dite chose a été déballée par devant votre auguste tribunal avec des démarches gauche, droite, appel des partis, des renseignants et au regard de l'instruction, l'effet demeurant constant et les ministères publics en dira plus votre honneur au regard de tous les sujets et de tout ce qui a été mis à charge de tous les prévenus par devant votre auguste tribunal. Nous étant partie civile, votre honneur, nous sommes venus pour les intérêts civils. Alors cela étant, votre honneur, nous allons déjà d'entrée de jeu dire pendant ces quelques minutes que nous ne venons pas juste comme de l'eau qui tombe comme ça, nous sommes venus sur pied des textes légaux. Nous sommes dans l'article 77 du Code judiciaire militaire où est le siège de notre Constitution à ce jour comme partie civile. L'article 77 dit l'action pour la réparation du dommage causé par une infraction relevant de la compétence de juridiction militaire et peut être poursuivi par la partie lésée en se constituant partie civile en même temps et devant le même juge que l'action. Votre honneur, cette disposition nous permet en ce jour d'être devant vous, puisque nous sommes constitués en partie civile pour réclamer les intérêts. Votre honneur, aujourd'hui, notre cliente est devenue devant vous sujet de beaucoup de choses, sujet de beaucoup de moqueries, dont l'honneur a été sapé. Pourquoi? Parce qu'un jour, il a été attrapé et ces images ont été vues au su et à la portée de tout le monde. Et lesquelles images, aujourd'hui, votre honneur, même ses enfants en Allemagne, même ses membres de la famille, certains sont au courant de ça. Et même devant la cour est au courant de certains nombres de rapports qui sont là, montrant bien entendu ces images. Et lesquelles scènes ont été faites par les préposés de l'État, qui sont devant votre auguste cour en ce jour. Alors, votre honneur, étant partie civile, vous allez vous rendre compte que nous allons nous articuler d'abord dans la démarche de démontrer la pertinence de ce que nous sommes en train de dire, disons qu'il y a les fautes commises par les préposés de l'État, lesquelles fautes, votre honneur, a occasionné un dommage patent et un préjudice incommensurable. Pourquoi est-ce que nous le disons c'est incommensurable? Aujourd'hui, votre honneur, cette dame ne peut plus marcher. Cette dame a du mal parce qu'il est traité de toutes sortes de noms. Oublions que votre honneur, lorsque vous intervenez comme les préposés de l'État dans une drame, vous devez intervenir dans le strict respect de la loi. Alors cela étant votre honneur, puisque aujourd'hui, les préposés de l'État ont commis une faute, laquelle faute a amené un grand préjudice patent à notre client, votre honneur, et laquelle préjudice, aujourd'hui, on ne peut plus même démontrer le lien, parce que nous avons dit ici, votre honneur, qu'il ne peut plus marcher, il ne sait plus où aller. Même cette dame ne peut plus avoir d'amis parce qu'on l'a traité de toutes sortes de noms, à l'échelle tant nationale qu'internationale. On dit le nom, c'est quelqu'un qui est braqueuse, quelqu'un de ceci, quelqu'un, parce que les images ont été envoyées dans les sites internet. Cela étant, nous avons fait appel à l'État. L'État, pourquoi l'État? Parce que l'État, conformément aux articles 258 du Code civil, livre 3, conformément aux articles 260, votre honneur, alinéa 3, qui dispose, je peux donner lecture pour asseoir notre démarche, l'article 260 dit ceci. On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. Et en alinéa 3, votre honneur, l'article 260 du Code civil dit le maître et le commettant du dommage causé par l'air domestique est préposé dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Votre honneur, à ce jour, vous allez vous rendre compte que le jour où la drame s'est passée, les interventions des agents de l'ordre étaient là, commandées bien entendu par les autorités qui sont préposées de l'État.
qui sont préposés de l'État. Et ils étaient là. Il y a même certains qui sont venus déposer ici, démontrant bien entendu que nous avons été là. Nous avons réuni, avec beaucoup de contradictions. Alors, l'État, à ce jour, il y a un certain nombre de choses, un certain nombre de conditions qui est demandé par la disposition de cet article pour que l'État engage sa responsabilité. D'abord, votre honneur, le lien qu'il y a entre les gens qui ont agi avec l'État. Est-ce que ces gens en uniforme qui ont agi ne sont pas des préposés de l'État? Au regard de cette loi, ils sont bien entendu les préposés de l'État. Ils travaillent au service de l'État. L'État donne des injonctions à ces derniers. Et il n'y a pas que ça. Il faut que la faute provienne de ces agents-là. Il faut que la faute provienne de ces agents-là. Le professeur le mot clair à cet effet, il dit il faut que la faute provienne de ces agents-là dans leur exercice. Et puisque la faute provient de ces agents-là, votre honneur, aujourd'hui, comme nous l'avons dit, ils ont fait plus que même ça, parce que certaines infractions étaient élaguées, le code de la loi reviendra avec plus de détails sur le fait tel que narré par vous, votre honneur. On dit encore qu'au-delà de ces faits, il faut que l'État, il faut que les dommages qui ont été causés soient causés exactement par les personnes qui sont sous la charge de l'État. Et les trois conditions étayées, votre honneur, vous vous rendez compte que c'est bel et bien établi dans le chef de ces prévenus. Parce que, vous comprendrez, leur action a occasionné beaucoup de choses. Puisque ces conditions sont établies, votre honneur, nous appelons maintenant l'État, puisque c'est lui qui est leur responsable. Voilà pourquoi il est ici en responsabilité, en tant que civilement responsable. Il est là pour répondre aux faits causés par ces préposés, tout en sachant que la responsabilité pénale reste individuelle. Votre honneur, une précision d'État. Ils vont engager les responsabilités pénales pour leurs faits. Ils vont engager les responsabilités pour les actes posés dans le cadre de leur fonction, mais leur responsabilité civile, puisque l'État est leur maître. Au regard de ces éléments étayés ici, l'État viendra à garantie. Parce que, on le dit clairement que l'État tel qu'il est là, l'État doit s'assumer, il doit surveiller. Et il y a même les doctrinaires qui ont dit la responsabilité de l'État en cette matière est de présomption irréfragable. Pourquoi? Parce qu'on sait que les préposés sont toujours des personnes insolvables. Et l'État étant garant, l'État vient bien entendu pour garantir, pour avoir enfin l'action vers ses préposés. Alors cela étant votre honneur, vous allez vous rendre compte que les préjudices qu'a subi notre client est tellement énorme qu'on ne peut pas démontrer ici. Même l'argent qu'on peut postuler devant votre auguste tribunal ne saura pas être comparé à l'honneur de celui-ci. Parce qu'aujourd'hui, il n'a plus d'honneur, il n'a plus de secret, il n'a plus de vie, il ne peut même, je ne sais plus même comment le dire, il ne sait même plus se marier. Qui prendra cette femme où la liberté est déjà mise à la portée de tous? Qui les prendra? Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont joué et qui ont travaillé en marge de leur responsabilité assumée. Et donc, cela étant votre honneur, vous allez, lorsque vous serez dans les délibérés, vous allez vous rendre compte que tout ce qu'on peut postuler, tout ce qu'on peut demander ne saurait pas être compassé à ces derniers. Donc, vous direz, cette postulation établie parce que nous avons déjà, nous sommes déjà constitués partie civile, mais au-delà de ça, vous direz que ce que nous disons, c'est établi en tant que tel, et nous postulons, vous allez condamner plutôt les prévenus en postulant, vous allez condamner les prévenus à une somme équivalente à 1 million de dollars en francs congolais, et lorsque vous le ferez, vous ferez justice, nous avons dit. Pour prendre acte de vos conclusions et vous prendre dans le délai. Un mot d'ajout. Exactement, Monsieur le Premier Président. J'aimerais aborder dans le même sens que mon estimé confrère qui vient d'intervenir ici. Je crois que Monsieur le Premier Président, ça a été démontré de manière claire ici, les bavures qui ont été commis par nos éléments des FARDC et certains de la police ici sont aussi présents. Et Monsieur le Président, moi j'aimerais bien insister sur le fait que la République démocratique du Congo aujourd'hui étant Merci, Monsieur le Premier Président. J'aimerais insister pour dire ceci que la République démocratique du Congo, aujourd'hui, c'est un État qui sait respecter les droits de l'homme. C'est un État qui, aujourd'hui, dans les concerts des nations et tout ce qui est droits de l'homme, même au niveau des Nations Unies,
la République démocratique du Congo actuellement occupe une place de choix. Et vous et nous, avec les avancées qui ont été amenées avec l'actuel président, qui est un fervent serviteur de l'état des droits et aussi des droits humains, on ne pouvait nullement cautionner que certains éléments de notre armée qui devraient être disciplinés commettent toutes ces bavures. Alors, comme on a dit, les plans pénals, l'aspect pénal ne nous concerne pas. Nous, on est beaucoup plus sur l'aspect civil. Et j'aimerais insister ici, Monsieur le Président, puisque la faute a été démontrée, puisque le lien de causalité a été également démontré, moi j'aimerais beaucoup plus parler de l'imputabilité, c'est-à-dire de celui qui doit être tenu responsable civilement. Je crois que ça a été dit ici, mais j'aimerais le souligner davantage. Monsieur le Président, dans la conception belgo-congolaise, nous avons ce que nous faisons, le distinguo entre la responsabilité de l'administration en tant qu'organe et aussi la responsabilité de l'administration en tant que préposé. En ce sens, je vais recommander aux gens d'aller lire les éminents professeurs à droit administratif, notamment les profs Mbao, les profs Mboko et les autres, qui nous ont fait de manière claire cette distinction pour nous dire ceci, que l'État doit nécessairement engager sa responsabilité lorsque la faute est commise par le fait d'un organe. Et quand nous parlons d'un organe, c'est tout agent de l'État qui a un pouvoir du commandement. Et là, je fais allusion au colonel qui dirige toute une bataillon, si je peux le dire, ou toute unité. Donc, c'est une autorité de commandement. Et ici, partant de ce fait, partant de ce que je dis, l'État doit engager sa responsabilité. Et pour ce qui est des préposés, dans le vrai sens que j'ai évoqué ici, ce sont les agents qui n'ont pas le pouvoir de commandement, mais qui ont agi conformément à l'ordre de l'hiérarchie. Mais c'est exactement ça le cas. Les militaires qui sont allés à la banque et qui sont intervenus dans l'opération, ils ne sont pas venus vaille-que-vaille, ils sont venus parce qu'ils ont reçu l'ordre et les bavures ont été commises à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Partant de tout ce que je viens d'évoquer ici, nous allons nous convenir, vous et moi, vous et nous, que les seuls responsables civilement ici, c'est l'État congolais qui, heureusement, a été appelé à garantir ici, qui doit nous réparer au regard de tous les préjudices que nous avions subis ici. Monsieur le Président, les actes ou les bavures qui ont été commises par nos éléments, non seulement que ça a énervé les dispositions de la législation nationale, mais aussi les dispositions des droits internationaux qui consacrent les corps humains, qui dit que l'intégrité physique doit être conservée. Et Monsieur le Président, vous avez vu les bavures. Comment est-ce que notre cliente a été jetée à la merci de tout le monde? Et aujourd'hui, elle est essuyée sur tous les plans. Elle n'a plus d'honneur, il n'a plus avec elle. Et Monsieur le Président, nous allons citer, puisque l'État nous est imparti, nous citons à cet terme, Monsieur le Président, pour dire qu'au regard de ces préjudices multiformes que notre client a subis, nous n'allons pas être trop dits parce qu'il s'agit bien de notre État, mais nous voulons tout simplement que vous puissiez donner une leçon et lancer une sonnette d'alarme pour dire que non, la République démocratique du Congo, c'est un État qui sait respecter les droits humains et elle reste constante. Et ce fait, Monsieur le Président, vous allez, juste à titre symbolique, comme ça a été évoqué par mon estimé confrère ici, nous accorder ou condamner la République démocratique du Congo à un dommage d'intérêt de 1 million de dollars équivalent en francs congolais, et je crois que ça sera justice. Nous avons dit. À présent, la parole accordée à l'État congolais, civilement responsable. Vous avez 10 minutes pour votre intervention. Merci, Monsieur le Président, pour la parole que vous nous accordez. Mais il me semble d'abord que pour se constituer partie civile, il
faut faire une consignation parfaite et que celle qui aurait été faite ne serait pas parfaite, sauf vérification de votre part. La responsabilité de la République. Elle est une responsabilité qui découle, en tout cas devant vous, qui découle de la responsabilité pénale. Et la responsabilité pénale est individuelle. Au regard du débat qui s'est déroulé devant vous, les prévenus eux-mêmes reviendront là-dessus, il n'y a pas de faits précis, infractionnels, mis à charge de ce prévenu si devant vous. On vous a dit qu'il y a eu un incident. Mais on ne vous a pas dit exactement qui de ces prévenus a fait quoi pour que l'on retienne la responsabilité pénale à sa charge. J'anticipe parce que les prévenus eux-mêmes viendront vous dire, démontrer que l'infraction individuelle, responsabilité pénale individuelle n'est pas établie et par conséquent, elle effacerait la question de responsabilité civile. Ça, c'est à titre de préalable. Monsieur le Président, il y a eu des faits, mais il faut qu'il y ait des liens de causalité. La loi ici en la matière, c'est l'article 260 du Code civil congolais, livre 3. Et cette disposition pose des conditions. Entre autres conditions, il faut que les faits ayant causé préjudice d'autrui aient un lien de causalité, qu'il y ait une nécessité entre ces faits-là et la nécessité de la fonction. Mais vous avez entendu ici les gens vous dire qu'ils ont filmé, qu'ils ont publié, ils ont fait des attouchements. Quel est l'intérêt que la République a dans ces faits tout à fait personnels? La responsabilité de la République n'est pas engagée pour ceux-là qui se sont donné le plaisir de regarder ce qu'ils voulaient regarder, de filmer, publier ce qu'ils voulaient filmer, publier. En tout cas, la République n'a commis personne pour commettre ces faits. Et la loi est claire là-dessus. La responsabilité ne peut être établie que dans les fonctions dans lesquelles la République les a utilisées. Ici, personne n'a commis des faits déplorables dans l'exercice des missions qui lui étaient confiées. Filmer, enregistrer, se faire plaisir le soir quand on se regarde, contempler ce qu'il voulait voir, eh bien, la République a quel intérêt dans tout ça? Donc, la responsabilité de la République, Monsieur le Président, n'est pas établie. Votre honneur, on vous a parlé de quelque chose, nous pouvons être précis, avec la jurisprudence. On nous a parlé d'organes préposés. Mais nous n'allons pas entrer dans le débat, mais nous allons plutôt lire la jurisprudence, qui est une source sérieuse du droit. Qu'est-ce qui est dit en ce qui concerne précisément le militaire? Est-il préposé ou organe? Et quelle serait la responsabilité dans les deux cas? Voilà la jurisprudence que je tire dans le livre Code civil congolais annoté. Je suis à la page 189 et 190. Qu'est-ce qui est dit? Le militaire, dans l'exercice de ses fonctions, doit être considéré comme un organe de l'État et non comme un simple préposé. Pour déterminer si l'acte fautif accompli par l'organe donne ouverture à la responsabilité de l'État, il convient de s'attacher à la fois à la nature de l'acte fautif
et à la volonté de son auteur. Je souligne, à la volonté de son auteur. D'une part, les faits reprochés doivent consister dans l'exécution fautive ou dolouse d'un acte que l'organe avait le pouvoir ou le devoir d'accomplir en vertu de ses fonctions propres. Et d'autre part, c'est ce que je voulais souligner, il ne faut pas que l'organe ait été inspiré par un sentiment incompatible avec l'exercice de ses fonctions. On parle de sentiments incompatibles avec l'exercice de ses fonctions. Si quelqu'un veut s'amuser à regarder des images, à filmer, ce sont des sentiments incompatibles avec l'exercice des fonctions qui n'engagent que sa propre réjouissance. Donc, Monsieur le Président, la responsabilité de la République n'est pas engagée. Oui, on veut vous vanter une personne qui, après avoir braqué la banque, veut maintenant faire un braquage judiciaire des finances de l'État. Voilà. Parce que, question de responsabilité, c'est un titre subsidiaire, Monsieur le Président. Mais tout ceci que nous déplorons, quel est l'effet générateur de tout cela? C'est sa propre turpitude. Sa propre turpitude d'une dame, sans être invitée, quitte là où elle était tranquillement, décide délibérément de venir inquiéter la quiétude, la paix dans des institutions ici. À la banque, elle vient braquer. Et c'est de cela qu'elle vient se vanter. Monsieur le Président, je suis venu braquer la banque. Et dans mon exercice de braquer la banque, voici ce que j'ai connu, vous ordonnez à la République de me dédommager. Mais c'est immoral. Monsieur le Président, nous sommes quand même dans un état de droit. La République n'a jamais commis de militaires pour qu'il fasse ce que Madame est venue se prévaloir d'ici. Il n'est pas question ici de salir l'image de la formation qu'on donne aux militaires et d'encourager tous ceux qui errent dans l'air, qui puissent venir ici, faire semblant de faire la folie et venir par la suite vous dire, voilà, quand je faisais ma folie, il y a eu ceci, Président, accordez-moi $1 million. Mais Monsieur le Président, soyons quand même sérieux. Veuillez, s'il vous plaît, décourager pareille pratique. Il n'y a aucune responsabilité de la République dans cette turpitude. Donc, veuillez, s'il vous plaît, décourager cela en n'allouant rien à cette dame ici. En tout cas, pas à la République. J'ai dit et je vous remercie. Silence, silence. Pas de signe d'approbation ni d'approbation. Ceux qui n'obtempèrent ne vont pas obtempérer l'ordre de la Cour, le Président va les expulser de la salle. La Cour prend acte de vos conclusions de la République démocratique du Congo et vous promet d'en délibérer. À présent, la Cour appelle la défense. Bon, d'abord, le ministère public pour présenter ses réquisitions. Monsieur le Président, distingués membres de la composition, merci pour la parole que vous m'accordez. Les prévenus, colonel Moumesa, capitaine Kongawi, capitaine Mwamba, sous-lieutenant Longongo, adjudant-chef Tchangan, adjudant de première classe Kamenga, soldat Mbaki, soldat de deuxième classe Modaya et les soldats de deuxième classe Tchendela sont présentés devant votre auguste cour en procédure de flagrance conformément
à l'ordonnance loi de 78 réprimant les infractions flagrantes. À l'issue de l'instruction, il s'est dégagé que le colonel Moumessa est poursuivi pour violation des consignes. Les capitaines Kongawi et Mwamba pour non-dénonciation d'infractions relevant de la compétence des juridictions militaires. Le sous-lieutenant Longongo pour violation des consignes, l'adjudant-chef Tchangan pour non-dénonciation d'infractions relevant de la compétence des juridictions militaires, l'adjudant de première classe Kamenga pour violation des consignes, attentat à la pudeur, Mbaki pour violation des consignes, Modaya pour violation des consignes et Tchendela pour violation des consignes égales. La violation des consignes est une infraction qui est rangée dans la rubrique des infractions contre la discipline dans le code pénal militaire parce que la discipline occupe une place importante dans l'armée et il est important que cette discipline soit restaurée chaque fois qu'elle est perturbée. Pour cela, les commandements militaires s'adressent parfois à la troupe dans les parades, dans les causeries morales. Et là, les bons militaires s'alignent. Mais ceux qui ne s'alignent pas, il reste un dernier recours pour le commandant, c'est de les mettre à la disposition de la justice militaire pour que sanctions exemplaires leur soient infligées de manière à décourager une bonne fois pour toutes tout autre militaire qui serait animé par ses velléités de suivre les mauvais exemples ou de poser des actes qui nuiraient à la réputation de l'armée. Quels sont les faits de la présente cause? En date du 16 octobre 2025, il s'est passé un incident à l'agence Grand Banque de Victoire, incident dans lequel MLA Madame Honorine Porsche, actuellement de nationalité allemande, d'origine congolaise. Les forces de l'ordre et de défense de la République démocratique du Congo sont intervenues avec bravoure, avec beaucoup de réussite et ont réussi à neutraliser et à appréhender la personne principale impliquée dans cet incident. Malheureusement, ce qui aurait dû être une victoire pour nos forces s'est transformé en un échec dans la mesure où la personne qui devait être présentée comme auteur du braquage se retrouve aujourd'hui comme partie civile dans un procès à charge de nos éléments qui sont partis pourtant intervenir. C'est ici qu'il est important de faire la différence. Il n'est pas question de décourager les forces de l'ordre dans les différentes interventions, comme d'aucuns ont semblé le dire. Cela ne veut pas dire que lorsqu'il y a un incident, que les forces de l'ordre vont intervenir,
Ils ont feu vert ou carte blanche pour tout faire. Il y a la notion de la proportionnalité. Il y a la notion de l'état de droit qu'il faille respecter. Dans un état de droit, tout est soumis à la loi. Il y a séparation des pouvoirs et il y a la notion de la redevabilité. Lorsqu'un militaire, un policier ou un bâtisseur du service national va en intervention, de quelque nature que ce soit, et qu'il agisse avec professionnalisme et bonne moralité, l'acte est à applaudir sans aucun doute. Et le commandement ne s'empêchera pas de le féliciter ou même de le promouvoir. Mais lorsque, dans son intervention, au lieu que l'état de droit se trouve être renforcé, l'état de droit se retrouve être renforcé, et son activité amène à une honte comme ce qui est arrivé, de manière unanime, tout le monde doit condamner pareille pratique et ne pas encourager de dérives qui risqueraient, si l'on ne prend garde, de nous ramener à l'époque de la vengeance privée, à l'époque de la junte. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au moment où on a appréhendé Madame Porsche, elle a été mise à la disposition des services de l'ordre, principalement à la disposition du colonel Moumessa Désiré, commandant bataillon Pelle. Ce dernier, là, dans le but d'éviter les jets de pierre et les agressions de la foule en colère qui voulait la lyncher, mise dans le fourgon des patrouilles de la task force, à bord duquel se trouvait l'adjudant Kamenga, Sergent Maki, les soldats de deuxième classe moderne et l'adjudant chef Tsangal. Ainsi que le soldat de deuxième classe Tiendel qui était en position de tir. Alors que la dame était déjà à moitié nue, alors qu'elle était déjà maîtrisée, alors qu'elle ne représentait plus aucun danger, et qu'il ne fallait que la soustraire du lieu pour la ramener en un lieu sûr, où justice devait lui être appliquée conformément aux lois de la République démocratique du Congo, l'adjudant de première classe Kamenga se trouvera une autre profession, celle de photographe, celle de caméraman, spécialisé en partie intime des dames, et va se mettre purement et simplement à la filmer, à manipuler son corps comme si cela lui était permis, en croyant que lorsqu'une personne a commis une infraction, il était permis aux agents de l'ordre de la manipuler comme bon leur semblait. Il ne s'est pas arrêté là. Pendant qu'il faisait cela, Modaya Mbaki, qui approuvait cet acte, observait et l'encourageait même. Tout cela sous le regard complaisant de l'adjudant-chef Tchangan, qui était pourtant supérieur hiérarchique en grade par rapport à tout le monde qui était. Arrivé au niveau du bataillon Père, là, la victime sera descendue du véhicule, remise en tenue, et le commandant
bataillon PM, se livrera lui aussi à une séance, une séquence de filmage et d'interview pour raison de service d'après lui, de rapport à Saïraj. Lorsqu'après avoir réalisé son forfait, l'adjudant de première classe Bamenga voulait devenir célèbre. Il va commencer à faire la promotion de son activité. C'est ainsi qu'il verra le capitaine Kongawi et lui dira: mon capitaine, j'ai filmé cette femme et j'ai des images dans mon téléphone. Il dira la même chose au capitaine Mwamba, et les deux, au lieu de le condamner, de le sanctionner ou de le dénoncer, ils vont seulement dire Tindelanga IP. Et lui, en bon exécutant, il renverra aussi ses images. Monsieur le Premier Président de la composition, c'est autour de ces faits que gravitent les différentes infractions que nous venons de vous citer et que nous allons rapidement analyser en droit avant de passer à nos réquisitions proprement dites. La violation des consignes est prévue et punie par l'article 113 du Code pénal militaire, et pour son existence, elle requiert plusieurs éléments constitutifs, dont le premier est lié à la qualité. Ne peut commettre la violation des consignes qu'un militaire, un policier ou un bâtisseur de service national. Dans le cas d'espèce, bien entendu, le colonel Moumessa Désiré est un officier supérieur des forces armées de la République démocratique du Congo. L'adjudant Kamenga est un sous-officier de première classe de la République démocratique du Congo. Le sergent Mbaki et Modaya sont aussi des sous-officiers, du moins des militaires de la République, des forces armées de la République démocratique du Congo. Il faut que matériellement, cet homme ou cette femme qui a la qualité requise par la loi pour commettre la violation des consignes ait fait quelque chose qui est interdit par la loi ou n'ait pas fait quelque chose qui lui est prescrit par la loi. Dans le cas d'espèce, ils ont fait ce qui est interdit par la loi. C'est tellement clair que sa compréhension n'appelle à aucune interprétation. Pour qu'il y ait violation des consignes, l'agent doit avoir soit violé la consigne, donc fait ce qui est interdit, ou ne pas faire ce qui est prescrit. Mais l'agent peut aussi forcer la consigne. Il force la consigne lorsqu'il amène un autre à ne pas faire ce qui lui est recommandé. Dans le cas d'espèce, ils ont tous violé la consigne. L'intention. Pour parler de l'élément intentionnel, Monsieur le Premier Président, distingué membre de la composition, l'agent doit avoir agi de manière libre, avec connaissance qu'il commettait un acte interdit par la loi. Les différents prévenus aux différents grades tels que nous venons d'expliquer ont agi librement. Ils ont agi
sachant que ce qu'il faisait était interdit par la loi, parce que le télégramme du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo est clair, a été vulgarisé et n'a jamais cessé d'être répété lors des différentes parades des unités. Non seulement qu'il y a eu le télégramme, mais en ce qui concerne ceux qui étaient à bord du véhicule, ils avaient la consigne de surveiller la victime et de l'escorter jusqu'au bataillon PEM. Ils n'avaient pas reçu la consigne de la violenter ou de manipuler son corps comme ils l'ont fait. Voilà établi en fait comme en droit l'infraction de violation des consignes, et les prévenus ainsi cités tombent irréfragablement sous l'empire de l'article 113 du Code pénal militaire, livre 2. Il n'y a pas que la violation des consignes, il y a aussi la non-dénonciation d'une infraction de la compétence des juridictions militaires. 113 du Code pénal militaire. Le Code pénal militaire est aussi divisé en 2 livres, et celui-là il se trouve au livre 2. La non-dénonciation, Monsieur le Premier Président, est prévue et punie par l'article 187 du Code pénal militaire, qui sanctionne tout militaire ou tout individu embarqué ou au service des forces armées qui refuse ou s'abstient volontairement de dénoncer une infraction commise par un individu justiciable de juridiction militaire. Dans le cas d'espèce, Monsieur le Premier Président, distinguez membres de la composition. Pour commencer par les capitaines Kongawi et Mwamba, capitaines des forces armées de la République démocratique du Congo, ayant accompagné le commandant bataillon PEM sur terrain, ils se rendent compte qu'un adjudant de première classe a filmé les parties intimes d'une femme. Il leur montre ces images obscènes. Ils voient, ils savent que cela est interdit et constitue une infraction. Au lieu de les réprimander, de l'arrêter, ou alors de les dénoncer, ils se sont tus. Au contraire, ils ont demandé à ce que ces images leur soient transférées pour un usage, j'imagine, strictement personnel. Ainsi, pareil comportement ne peut avoir aucune autre qualification que celle de non-dénonciation. Mais la loi dit volontairement, c'est-à-dire il doit savoir qu'il a l'obligation de dénoncer, mais il s'abstient volontairement de le dénoncer. Mais comment pouvait-il dénoncer lorsque eux-mêmes ont demandé ces images et que ces images se retrouvent dans leur téléphone? Quelle est l'intention pour cette infraction? Comme c'est clairement dit, volontairement abstenu de dénoncer. Donc, il sait que, en restant inerte, silencieux et inactif, il est en train de protéger quelqu'un. Il enfreint la loi. Il refuse de le faire. Il sait qu'il a l'obligation, mais il ne veut pas le faire. C'est de la même manière aussi que s'est comporté l'adjudant chef Tchangan, qui voyait comment l'adjudant de première classe
Kamenga était en train de procéder de manière visiblement illégale face aux protestations de la victime, mais il s'est abstenu. Il a refusé de le dénoncer. Voilà, Monsieur le Premier Président, les infractions retenues à Charles DC. Maintenant, en ce qui concerne l'adjudant de première classe Kamenga, au-delà de la violation des consignes, Kamenga est aussi poursuivi pour attentat à la pudeur. C'est une infraction qui est liée aux violences sexuelles. En ce qui concerne les violences sexuelles, nous devons retenir qu'il y a principalement deux grandes catégories. Il y a les violences sexuelles proprement dites, au nombre desquelles il y a le viol et l'attentat à la pudeur, et il y a les autres formes de violences sexuelles. Dans le cas d'espèce, nous sommes dans ce qui concerne les violences sexuelles proprement dites. Nous avons entendu plusieurs déclarations de la victime et d'autres sources qui faisaient état des attouchements et même des introductions. Le viol est caractérisé par l'introduction, l'intromission d'un organe viril ou de n'importe quel autre objet dans l'un quelconque des orifices du corps de la victime, qui peut être un homme ou une femme. Alors que l'attentat à la pudeur, ce sont des agressions. Dans le cas d'espèce, l'instruction a révélé qu'il y a plus d'éléments pour réaliser l'attentat à la pudeur plutôt que le viol. Le fait de prendre des images, le fait de manipuler le corps, de donner des ordres, Fungola Makolo, Salaboui, avec des commentaires, montre clairement agression sur le corps de la victime. Et cela a été fait dans le but, ou avec l'intention, de se procurer un plaisir indu, d'avoir un avantage sexuel dans de telles circonstances et d'avoir profité de cet environnement pour se livrer à ce à quoi ils se sont livrés. C'est tellement malsain que, à force de vouloir ou de chercher à entrer dans les détails, ça risque de frustrer les bonnes oreilles et nous mettre dans l'obligation de requérir le huis clos. C'est ainsi que nous expliquons de manière claire qu'il y a eu attentat à la pudeur à charge de l'adjudant Kamenga. Voilà, Monsieur le Premier Président, cette infraction aussi réalisée en fait comme en droit à charge de l'adjudant de première classe Kamenga. Pendant l'instruction, il a été observé une tendance de l'autre côté de la barre à vouloir solliciter la disjonction des poursuites. Et votre cour a promis d'y répondre. L'avis du ministère public là-dessus, c'est qu'il n'est pas nécessaire de vouloir disjoindre. Aucune contrainte légale ou procédurale n'obligerait votre cour à disjoindre la procédure pour mettre l'officier supérieur devant sa juridiction naturelle et les autres devant la leur, d'autant plus que ces infractions ont été commises dans un même contexte et il serait difficile de juger l'officier supérieur seul sans juger les autres officiers subalternes et les sous-officiers. Donc juridiquement, il n'y a aucun motif à vouloir discuter.
Il a aussi été soulevé le problème de la litispendance. Quelque part, on a vu que votre cour voulait connaître des faits de braquage qui sont pourtant en train d'être instruits devant le tribunal militaire de garnison de la Gombe. Là-dessus aussi, le ministère public répond qu'il n'y a pas litispendance, d'autant plus que le tribunal militaire de garnison de la Gombe est saisi par traduction directe à charge de Mme Porsche et d'autres consorts qui ne sont pas devant votre auguste cour en tant que partie au procès. Et les faits tels que qualifiés devant le tribunal militaire de garnison de la Gombe ne sont pas identiques à ceux pour lesquels votre auguste cour est saisie aujourd'hui. Il n'y a pas identité de parti. Il n'y a pas non plus identité dans les préventions. Et il est seulement question d'observer de manière un peu plus attentionnée pour se rendre compte que c'est vrai que tout est né des événements du 16 octobre, mais que dans ces événements, celui ou ceux qui sont impliqués dans l'acte de braquage sont devant le tribunal militaire de garnison. Maintenant, celui ou ceux qui sont allés intervenir sont devant votre auguste cour. À vouloir interpréter que la cour est en train de décourager les forces de l'ordre en jugeant ceux qui sont allés mettre fin à une situation, le ministère public répond que ce n'est qu'une question de redevabilité. Il n'est pas normal qu'un militaire, qu'un policier ou un bâtisseur de service national envoyé en mission se croie tout permis et qu'après son action, il y ait des réclamations sur des téléphones volés, sur des personnes violées, sur des personnes manipulées et des images obscènes de nudité qui circulent à travers les réseaux sociaux. La redevabilité oblige que dans un état de droit, toute personne, quel que soit son rang et quelle que soit sa fonction, qui commet une infraction, rende compte à la société devant la juridiction que la loi lui a assignée. Quant à la partie civile, Monsieur le Premier Président, distingué membre de la Convention, attendu que la partie civile Porsche s'est constituée en cours d'instance, votre auguste cour se rendra compte aussi qu'il y a un lien de causalité entre les fautes commises par les prévenus cités et les dommages subis par la victime Porsche. Attendu d'autre part que la constitution de cette partie civile est régulière, votre cour dira quant à la forme la constitution de cette partie civile régulière. Et quant au fond, il la dira aussi fondée. Néanmoins, puisqu'il n'existe aucun instrument qui nous permette d'évaluer avec une précision mathématique le dommage subi par la partie civile, votre cour l'évaluera ex aequo et bono, c'est-à-dire selon l'équité. Quant à l'État congolais, il est vrai, nous avons tous suivi l'instruction que lorsque le militaire filmait, il n'a pas utilisé un téléphone lui doté par l'armée. Mais il est aussi vrai que ce militaire reste un préposé
de l'État congolais. Il est aussi vrai que l'État congolais, s'il peut se dérober par rapport à l'instrument utilisé, ne saura se dérober par rapport à sa responsabilité de choisir les bons militaires, de bien les former et de bien les instruire. C'est ainsi qu'il a le devoir de sanctionner et de former progressivement ces hommes. Votre Auguste Cour reconnaîtra quand même que quelque part l'État congolais peut être retenu civilement responsable des actes commis par les militaires qui sont ses préposés. Par ces motifs, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement son article 156, vu le Code judiciaire militaire, vu le Code pénal militaire, en ses articles 113 et 187, vu le Code pénal congolais, en son article 167, vu l'ordonnance loi numéro 78 001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes en ses articles 1, 2, 5, 6, 8 et 11. Vu le Code civil congolais, livre 3, en ses articles 258 et 260, requérons qu'il plaise à votre Auguste Cour de déclarer les prévenus si haut qualifiés coupables de faits infractionnels mis à leur charge et de les condamner en conséquence comme suit. En ce qui concerne le colonel Désiré Moumessa, avec l'admission de larges circonstances atténuantes, tenant d'abord au loyaux service rendu à l'armée et à la République, ainsi qu'à son casier judiciaire vierge, à 24 mois de servitude pénale principale pour violation des consignes, au paiement des frais d'instance à tarifier par le greffier, à défaut à 3 mois de contrainte par corps, ou de le condamner à telle autre peine que votre Auguste Cour entendra en bonne justice être convenable. En ce qui concerne le capitaine Kongaoui, à 5 ans de servitude pénale principale pour non-dénonciation d'infractions relevant de la compétence des juridictions militaires, au paiement des frais d'instance à tarifier par le greffier, à défaut à 3 mois de contrainte par corps, de le condamner à telle autre peine que votre Auguste Cour entendra en bonne justice être convenable. En ce qui concerne le capitaine Mondo, 5 ans de servitude pénale principale pour non-dénonciation d'infractions relevant de la compétence des juridictions militaires, au paiement des frais d'instance à tarifier par les greffiers, à défaut à 3 mois de contrainte par corps, de le condamner à telle autre peine que votre Auguste Cour entendra en bonne justice être convenable. En ce qui concerne le sous-lieutenant Longongo, l'instruction n'a rien révélé d'infractionnel à sa charge. Nous requérons qu'il plaise à votre Auguste Cour de l'acquitter et de le renvoyer libre de toute